Une action, un événement, votre visibilité sur Info Marshall. Si l'enfer existe, il ne peut être pire que celui qu'ils ont connu. Enlevés, enchaînés, vendus comme du bétail, violés, torturés et battus pour les plus chanceux, puisque beaucoup y sont morts. On croyait cette époque révolue, mais le flot d'images venues de Libye depuis quelques semaines a enfin montré aux yeux du monde que la barbarie que l'on attribue traditionnellement aux peuplades des siècles passés est encore d'actualité et à notre porte. Plus grave encore, qu'elle bénéficie de la complicité de bien-pensants du Nord qui abreuvent la planète de belles valeurs d'humanisme et de solidarité. Qui aurait pu imaginer que des nations dites civilisées paieraient des Libyens pour faire la sale besogne? Celle de réduire à l'esclavage les migrants africains qui ont eu la malencontreuse idée de traverser leur territoire vers l'hypothétique Eldorado européen. Pendant ce temps, que font les dirigeants africains face à cette humiliation ultime? Où sont-ils donc passés? Comment expliquer leur silence assourdissant devant cette négation même de leur condition d'être humain? Certains ont même carrément interpellé des manifestants qui exprimaient leur colère devant la représentation libyenne dans leur pays. Est-ce que cette réalité, qui est enfin au grand jour parce qu'elle dure depuis des décades, et il ne faut pas mentir, aura définitivement convaincu les désespérados que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et qu'il ferait mieux d'utiliser les fonds de la traversée de l'enfer pour commencer une activité chez eux, à la maison? Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré aujourd'hui à l'esclavage des Noirs en Libye, avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, maître Kenneth Felio, avocat au barreau de Bruxelles. Il s'est illustré ces dernières années dans les questions de la réparation et l'esclavage. Il était également avocat dans l'affaire Taubira lorsqu'elle a été comparée à un singe. Bonjour, maître Kenneth. Bonjour. Merci d'être là. Notre second invité est Thierry Alafort du Verger. Il est le directeur général de Médecins sans frontières qui a travaillé sur place en Libye sur cette question des migrants pendant assez longtemps. Médecins sans frontières. Bonjour, monsieur Alafort du Verger. Bonjour. Et merci d'être là. Troisième invité de ce plateau, connu de tous, Claudie Siard, producteur délégué à RFI, qui présente le magazine Couleurs Tropicales tous les jours à 16h10 et 0h10, temps universel en Afrique, et 21h10 à Paris et dans le reste du monde. Il est également le porte-parole du collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye, le CECCL. Son indignation sur les réseaux sociaux a été l'un des points de départ de la manifestation qui a réuni le plus grand nombre d'Africains dans notre pays, ici en France. Je dois préciser que Claudie Siard est aussi vice-président du CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Bonjour Claudie. Bonjour. Et merci d'être là. Merci. Je dois quand même dire aux auditeurs que tu as été en retard aujourd'hui sur ce plateau. Notre dernier invité n'est pas des moindres. Parce que très demandé. Mais Jackie Moifo, journaliste. Jackie Moifo est le créateur d'une télévision... JMTV+, tout à fait. Voilà, qui est sur le web. Qui est sur le web pour le moment et qui va bientôt grimper grâce à vos deux aides. Bon. Faites déjà sa promo. Non, ouais. Je dois dire aussi que vous êtes sur ce plateau parce que vous avez un frère qui lui aussi a disparu en Libye depuis quelque temps. Ça fait 1 an, on n'a pas de nouvelles de lui. Félix. Effectivement, Félix Dzenet est mon dernier petit frère, dernier de ma fratrie, qui depuis 1 an a disparu du Cameroun. Et voici 6 mois qu'on n'a pas du tout de nouvelles. Mais aux dernières nouvelles, il était en Libye. Il était en Libye, oui. La dernière fois qu'on a eu de ces nouvelles, il était en Libye. Et qu'est-ce qu'on vous demandait, très concrètement? On a demandé une rançon. Il se dit que la famille a envoyé de l'argent. Moi, pas, car je voulais savoir à qui adresser de l'argent. Et je n'ai jamais eu de coordonnées. Par la suite, plus de nouvelles, silence total. Silence total depuis. En tout cas, le silence, on commence à le lever, Claudie, puisque... Tu fais partie de ceux qui se sont indignés rapidement après ce qu'on a vu sur CNN. Comment, d'après toi, expliquer que l'on se soit tué pendant si longtemps? On savait que cela existait. Je crois qu'on ne s'est pas tué face à ça. C'est-à-dire que chacun, dans son coin, dans son espace, médiatique ou pas, dans son rôle au sein de la société, a parfois alerté. Moi, je sais que dans Couleurs Tropicales, dans l'émission ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais arrêté de parler, que ce soit du temps de Kadhafi ou après Kadhafi, pendant donc cette période où il n'y a plus d'État, enfin quoique, mais on va peut-être y revenir, et nous savions ce qui se jouait. Donc régulièrement, on disait, voilà ce qui se passe, voilà ce que subissent les jeunes sur la traversée. Et moi, je me suis mis très en colère après le 3 février 2017, moment où l'Union européenne
après négociation avec la Libye, a décidé une rallonge budgétaire de plus de 200 millions d'euros afin d'enrayer la migration de nos jeunes. On a chargé un pays sans État de s'occuper d'empêcher que les gens arrivent en Europe. Sauf qu'aujourd'hui, on nous dit la Libye, ce n'est pas un État. On ne sait pas qui entre Al-Sarraj ou Haftar. Sauf qu'on a bien payé. On a bien payé l'argent à quelqu'un. Exactement. Donc, lorsque l'Union européenne aujourd'hui, quelques responsables disent mais ce n'est plus un État, vous avez donné de l'argent à quelqu'un, sauf si vous avez délibérément donné l'argent à des milices ou à des bandes armées. Et donc là, vous saviez déjà auparavant ce que subissaient les Noirs, les Africains en tout cas d'Afrique subsaharienne en Libye. Et donc là, en donnant cet argent-là, en donnant un permis de tuer, vous vous rendez donc complice de crimes contre l'humanité. C'est ce que je dis dans ma vidéo. Moi, ça a été une vidéo d'indignation le mercredi lorsque je l'ai vue. Qui a été très poignante. Là, je me retourne vers celui qui représente Médecins sans frontières ici. L'organe travaille depuis un certain temps sur ce sujet-là, non? Comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé jusque-là? Sur ce sujet, oui. En Libye, depuis 2011, où au départ, on a essayé d'apporter des secours auprès des populations pendant le conflit. Depuis plus d'1 an, on travaille dans des centres de rétention à Tripoli. On travaille aussi dans des centres de détention à Misrata. Et je viendrai après sur notre action sur Beni Walid. Donc, est-ce qu'on n'en a pas parlé? Si, on en a parlé aujourd'hui. Comment Médecins sans frontières peut dire on en a parlé, ça n'a pas eu de retentissement? Justement, la question va être où en est-on de l'hypocrisie? Aujourd'hui, qui me dira qu'aucun de nos gouvernements ne savait pas? Ils savaient. Il y a encore le premier rapport dont je me souviens, ça doit être la FIDH en 2012. Puis même les Nations Unies en 2014. Nous, on a dénoncé, on a fait une lettre ouverte à l'Union européenne dernièrement. Est-ce que ça a eu un effet? Bravo, les images choquent, le buzz. Très bien. Demain, l'action. L'indignation, et bravo, hein, une vraie indignation. On va parler d'indignation dans la seconde partie, de l'action. On va parler de la suite dans la deuxième partie de ce magazine. Mais j'ai envie qu'on plante quand même le décor. On a l'un des plus grands organismes qui a été sur tous les terrains de conflit, qui est considéré avec la Croix-Rouge comme ceux à qui on peut faire confiance. On a un peu mal quand Médecins sans frontières dit nous on a parlé, on n'a pas écouté. On nous écoute, c'est pas la question. Est-ce que ça... et vous êtes journaliste, donc vous savez ce que c'est que... Je peux vous citer une tribune dans le Monde d'il y a quelques mois. La France, l'Union européenne et les réseaux criminels main dans la main. Médecins sans frontières. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est resté Libération. C'était Libération, pardon, c'était pas Le Monde. Libération, Le Monde. On a fait une lettre ouverte à l'Union européenne. Vous en avez entendu parler? Donc, on nous a entendus à bas bruit. On n'a pas voulu entendre. On n'a pas voulu entendre. Les gens savent, les gouvernements savent, les personnes initiées, en tous les cas, connaissent cette problématique depuis très longtemps. Aujourd'hui, on l'a vu en images. Elle révolte. Mais ceci, beaucoup de gens étaient au courant. Beaucoup de gens étaient au courant, mais n'ont pas voulu réagir. Est-ce que vous en avez vu qui revenaient de ce camp-là? Et que disaient ces personnes qui arrivaient de cet enfer, de cet esclavage? Alors tout à fait, on envoie tous les jours nos équipes qui sont sur place, comme je le disais, à Tripoli, à Misrata, à Beni Walid, voient des gens tous les jours, quand ils peuvent se rendre dans des centres dits officiels, comme vous le disiez, dits officiels, ou alors des gens qui vont avoir échappé de lieux de détention et qui finissent, par exemple à Beni Walid, dans un lieu où ils viennent se réfugier après avoir été kidnappés, où on a essayé de leur extorquer leur argent, comme vous disiez pour votre frère. Donc ça, on l'entend tous les jours, et on l'a écrit, on l'a dit. La question, elle est, est-ce qu'on veut vraiment le savoir? Et là, on viendra après à nos politiques migratoires. À nos politiques migratoires. Maître? Moi, je pense que l'hypocrisie est bien antérieure à ça, et l'hypocrisie commence en Afrique. Elle commence en Afrique, pourquoi? Parce que la traite, c'est Eliken Mokolo qui le dit dans le Monde diplomatique de 1998, dans un des numéros, où il explique clairement que la traite arabe, les traites arabes ont impliqué des millions de Noirs et qu'elle a duré à peu près 10 siècles. Sauf qu'il y a un interdit majeur à en parler en Afrique, d'abord parce que dans tous les pays où les esclaves noirs, en tout cas maghrébins, où les esclaves noirs ont été mis en détention, ils étaient systématiquement castrés. Et donc, il y a eu un peuplement résiduel
parce que les enfants qui naissaient étaient les enfants de femmes dont les marchands étaient amoureux, donc ils les protégeaient. Ou violés. Ou violés, donc ils les protégeaient. Et c'est ce qui explique pourquoi aux États-Unis aujourd'hui les Noirs sont plus de 70 millions et pourquoi dans les Antilles françaises et en Amérique du Sud, il y a des Noirs de manière plus visuelle. D'autre part, il y a également une question religieuse. On dit, et c'est très clair, et c'est ma thèse, l'esclavage et la chosification du noir, dont parle très bien Ta-Nehisi Coates dans Colère noire, part du fait qu'il faut humilier ce corps. Or, l'humiliation du corps du noir, elle est de manière systématique fondée sur le viol du corps, sur l'ablation des parties génitales, ce qui se faisait donc dans le Maghreb à l'époque, se faisait dans le sud des États-Unis. Et pire encore, c'est qu'il faut systématiquement l'humilier. Ce qui a été bien démontré dans le bouquin de James Baldwin, qui est Chasser de la lumière. On vous chasse de la lumière, et c'est bien pour ça qu'avec le Black is Beautiful, les activistes noirs américains ont voulu réhabiliter l'image du noir. Black is Beautiful, c'est pas simplement esthétique. Ce sujet relance quand même le débat sur la relation entre l'Afrique noire et le Maghreb. Ces derniers temps, on écoute de plus en plus les Africains parler de ce Maghreb qui ne les a jamais accueillis véritablement. Puisqu'on ne parle que de la Libye pour l'instant, mais on entend des choses aussi sur les pays voisins. Effectivement, il y a de cela 17 ans, j'étais bénévole à la Croix-Rouge, service des primos arrivant à Roissy-Charles de Gaulle. Nous avions accueilli plusieurs migrants, plusieurs demandeurs d'asile mauritaniens noirs qui déjà pointaient du doigt l'esclavage en Mauritanie. À côté, au Maroc, il y a de cela bientôt 30 ans, le meilleur joueur de l'équipe nationale s'appelait Timoumi. Il fallut l'intervention du roi Hassan II pour que Timoumi joue cette Coupe d'Afrique. En Algérie, il y a encore des camps où les Noirs sont regroupés un peu. Mais moi, je veux revenir à l'actualité, parce que si on veut repartir dans l'histoire, je parle des choses très concrètes. On a vu des jeunes qui sont arrivés en Europe, qui parlent du même traitement à peu près dans les pays voisins. Dans les pays voisins, j'ai un sur la main que je suis depuis le Maroc, qui est finalement arrivé en France et que je vais certainement recevoir en interview dans quelques jours, qui pointait, qui m'a même fait parvenir une vidéo. Au Maroc, c'est l'armée marocaine qui torture les Noirs. C'est pas des voyous. On a entendu ça quand même. C'est pas des voyous, c'est l'armée. Je crois que de toute façon, effectivement, vous ne voulez pas que l'on fasse trop d'histoire, mais on ne peut pas expliquer la situation présente sans faire un peu d'histoire. On va la faire courte. Non, ce que je veux dire, c'est on ne peut pas. C'est-à-dire que vous avez effectivement, dans les pays du Maghreb, un imaginaire, puisque depuis le 7e siècle, on a esclavagé des populations d'Afrique subsaharienne, donc il y a un imaginaire. Le nègre, c'est le koufar, c'est l'esclave. Oui, c'est le carlouche. Le Soudan. Oui, alors selon les, on a. Mais en tout cas, ce sont toujours des terminologies qui ramènent le noir à l'humiliation. Maître en a très bien parlé. Je voudrais juste que l'on fasse très attention, parce que la séquence qui nous occupe là aujourd'hui peut donner lieu à énormément de dérives. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le racisme, la colère légitime de certains peut dériver vers un racisme, c'est-à-dire de noirs envers les arabes, de noirs envers les blancs, et ce n'est évidemment pas... C'est la chose à éviter à tout prix. C'est la chose à éviter en disant, moi je le dis, même s'il y a sur 100% de la population libyenne, même s'il y a 99% de racistes, il y a toujours 1% qui ne l'est pas pour dire que tous les Libyens ne sont pas racistes. Tous les gens du Maghreb ne sont pas racistes. Et puis, cet esclavage-là que nous dénonçons, puisque nous sommes dans cet épisode libyen, allons jusqu'au bout des choses. Parce que l'esclavage existe encore aussi en Afrique subsaharienne. Et nous, dans le collectif, désormais, nous irons beaucoup plus loin. Et nous irons jusqu'à dénoncer ce qui est inacceptable aujourd'hui dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire ou ailleurs. On va en parler, mais j'avais envie que nous fassions le tour de ces régions où il y a quand même encore cet esclavage-là. Oui. Puisque, mais quelle que soit la forme que prend l'esclavage, absolument. C'est de l'esclavage. Ce qui vient de se passer a donné l'opportunité de parler aussi de ce qui se passe dans les pays du Golfe. Oui, tout à fait. Au Liban. Au Liban. Lorsqu'au Liban, il y a beaucoup d'images qui circulent sur ces filles-là, sur ces bonnes que l'on ramène là-bas, qui sont violées systématiquement, que ce soit au Liban ou en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, tout à fait. Dans l'indifférence totale. J'ai vu une d'entre elles qui était brûlée avec un briquet. J'ai vu une autre dont le monsieur lui mettait des coups de pied dans le bas-ventre, en pleine rue, et personne
personne pour la secourir. Tout à fait. Elle a beaucoup circulé, cette image-là. Effectivement. Et on en connaît quelques-unes en Afrique qui sont revenues du Liban totalement détruites ou d'Arabie Saoudite. Alors, moi, j'ai envie que nous avancions un peu là-dessus. C'est qu'on a entendu la population se mobiliser, les Africains se mobiliser pour une fois. Ouais. Mais le plus important n'est-il pas, d'abord, de savoir pourquoi, d'abord les autorités européennes, ouais. Ensuite les autorités africaines n'ont pas réagi. Comment expliquer le silence des dirigeants africains qui commencent timidement à réagir et à aller chercher quelques ressortissants? Moi, j'aimerais répondre là-dessus, si Claudie permet. Oui. Ils sont prompts à devenir tous des charlots à Paris lorsqu'il y a 4 morts. Je ne vais pas ici vanter ceux-là qui sont morts. Non, c'est triste. Mais les dirigeants africains, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas africains dans leur tête. Ils dirigent l'Afrique, mais ils sont occidentaux. Ils ne s'occupent pas du tout de leur population. Ça ne leur dit absolument rien. Vous avez souvent vu des catastrophes en Afrique, au Cameroun, au Gabon ou ailleurs. Avez-vous vu un seul président africain voisin aller y verser une larme? Est-ce que vous avez vu un président africain aller verser une larme lorsqu'il y a eu la catastrophe des Eka ou lorsqu'il y a eu une autre catastrophe dans un autre pays? La catastrophe des Eka étant le train qui s'est effondré, qui a déraillé. Avez-vous vu Ali Bongo aller verser une larme là-bas? Non. Ou Yahi Boni? Non. Ils sont tous venus être des charlots à Paris. Mais c'est Charlie. Il faut quand même dire Charlie. C'est Achille Mbembe qui, dans ses ouvrages, pointe du doigt le fait que nos chefs d'État sont finalement des proconsuls. Et d'ailleurs, des gouverneurs noirs. Des gouverneurs noirs. Dans la critique de la raison nègre, il appelle bien donc tous ceux qui vont vers les pays maghrébins pour venir en Europe, il les appelle les sans-parts, les sans-droits, en fait. Ces jeunes-là qui quittent des pays... Nous, on a eu quelque chose d'assez important parce que je travaille avec Claudie sur la question d'un migrant qui est arrivé donc de Libye. Il dit quelque chose, c'est presque incroyable. Il dit « J'ai quitté les vertes vallées du Cameroun et j'ai commencé par regretter lorsqu'au Niger, je vois une chèvre manger du plastique. » Donc, il comprend très rapidement qu'il sort d'une forme de paradis pour aller vers un enfer. Mais l'Afrique n'est pas un paradis. Pourquoi? Parce qu'il y a un ouvrage qui s'appelle « Le cercle des tropiques » que j'ai étudié quand j'étais en terminale, où on parle du cercle parce que c'est une rondeur, parce qu'on ne sort pas du cercle. Pourquoi? Parce qu'on est dans une saisonnalité, on est dans la permanence du drame, on est dans la permanence du silence, on est dans la permanence du non-espoir. Attention, c'est du Sarkozy, là. Non. L'homme africain... Pas du tout. Non. Et ces jeunes-là, et cette jeunesse-là qui est depuis nombreux... Pour quelqu'un qui a travaillé avec Sarkozy... Oui, j'ai pas travaillé avec Sarkozy. Non. J'ai été délégué interministériel. Non, je dois laisser mes maîtres... Très sérieusement, ces jeunes-là, ce sont des existentialistes au sens camusien. Ils veulent vivre leur vie. Ils veulent vivre leur vie parce qu'on ne leur donne pas d'espoir. Mais ma question était celle de ces dirigeants qui ne réagissent pas. Et après, je terminerai après... Sur Sarkozy. L'attaque ad hominem. Comme on le disait, c'est connu. Et là, maintenant, c'est fortement publicisé, et tant mieux. La réaction des dirigeants, en tous les cas de l'Union européenne, aujourd'hui, et de la France, et on les entend aujourd'hui, mais auparavant... On les entend aujourd'hui, mais on les entend très timidement. Et on les entend timidement. La question, elle est, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que... Et pourquoi on ne faisait pas... Qu'est-ce qu'on va faire dans la seconde partie? Parce que ce sera consacré à cela. Donc le pourquoi, pour moi, il y a une question qui est assez claire. Donc, bon, déjà, on peut s'émouvoir tous les jours de beaucoup de choses. Vous avez fait un petit tour du monde. Je peux vous dire, tous les lieux où j'ai travaillé, et là, je pourrais balayer, c'est pas la noir, blanc, c'est pas du Mexique, quand les gens passent aux États-Unis, tous ces lieux de déplacement illégaux, de migration, sont sur toute la longueur café de violence institutionnelle, de la police, violence de son co-détenu, violence des bandes, violence. Donc voilà, toutes ces histoires-là sont... Aujourd'hui, on voit bien la volonté de dissuader de l'Union européenne, la volonté de dissuader de la France de venir. On a vu l'accord entre la Turquie et l'Europe.
se mettre en place. On a vu une forme de négation de l'asile. On voit tous les jours des gens qui traversent la frontière. C'est même illégal de les renvoyer sans qu'on ait pu avoir leur demande. Leur demande même pas déposer une demande d'asile. De déposer la demande. On voit bien tous les jours ce qui s'est passé à Calais, ce qui s'est passé à Paris pour ce qui est de la France. Donc on entend aujourd'hui, une volonté politique de moins dissuader. Il y avait eu le discours de notre président au préfet. On entend aussi la volonté du tout asile appliqué. Moi j'ai une question autour du tout asile. Est-ce que ça réglera le problème des gens qui ont voulu migrer mais qui ont été massacrés en Libye? Ont-ils droit à notre protection? Ont-ils droit à notre asile? La question se pose. Je ne me pose pas pour l'ouverture des frontières. C'est un droit régalien. L'État doit gérer ça. Mais est-ce que notre capacité d'agile est suffisante de s'en occuper? Non. Moi, je suis sur un paradoxe qui... Il y a un paradoxe aveuglant. Il y a 1 million de réfugiés syriens qui sont arrivés. Effectivement, ils ont eu des turpitudes en chemin, mais ils ont été accueillis à hauteur de 1 million. Moi, je vais vous renvoyer à ce qui correspond, et je suis assez égoïste là-dessus, et j'assume complètement, à ce qui correspond à mon apparence, à l'apparence de mon fils, à l'apparence que les gens qu'on maltraite aujourd'hui ont. La négrophobie existe, c'est un racisme particulier. Il est indiscutable que si on parle, comment dirais-je, de... comment ça s'appelle, le racisme spécifique aux Juifs, l'antisémitisme, il faut qu'on commence également à parler de cette négrophobie. Je trouve que à partir du moment où ces jeunes noirs qui ont de l'énergie arrivent, il devient plus embêtant, parce qu'ils sont plus visibles, parce qu'ils sont moins solubles dans la blancheur de l'Europe, parce que les Syriens, techniquement, sont arabes, mais ils sont blancs. Comme ils sont moins solubles, ils posent plus de problèmes aux opinions publiques. Et même s'il y a eu un viol, collectif à Berlin de ces jeunes Syriens sur les jeunes Allemands, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais il y a une misère sexuelle, etc. C'est pas les Noirs qui violent les gens dans les pays du Maghreb. Je suis quand même obligé de réagir. J'ai un vrai problème là-dessus. Sur la négrophobie, moi, il va être très difficile de ne pas me convaincre. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Mais renvoyer une souffrance à une autre souffrance, c'est pas ça. Je pense pas que les Syriens ont été accueillis aussi facilement, et je crois pas que c'est aussi facile que ça pour les Syriens. Donc là, on est sur quelque chose. Le droit d'asile et le pays en guerre. Et là, on a un autre problème, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment on réagit pour ces gens qui sont peut-être déplacés? Certains et pas tous, et moi je ne juge pas le choix du moment de déplacement parce que j'arrive pas à nourrir ma famille ou parce que je suis en danger. Si j'arrive pas à nourrir ma famille, je suis en danger pour moi aussi. Mais quand j'arrive en Libye, même si je suis sénégalais et que je suis parti pour une question que j'arrivais pas à nourrir ma famille, je pense que, vu ce qui va se passer pour eux, on a une obligation de s'occuper d'eux, que ce soit sur place, ce qu'on essaye de faire. Mais tous les jours, on se demande si on va partir, parce qu'on se demande si on n'est pas un faire-valoir dans ces centres de rétention, on essaye de les soigner. Donc très difficile, ou de les accueillir quelque part. Mais voilà, c'est juste... Je voudrais quand même en revenir à la question. C'est-à-dire que votre question était très claire. Où sont les responsabilités et pourquoi est-ce que les dirigeants africains en particulier, et d'autres, n'ont pas réagi. On ne peut pas se protéger constamment et éternellement des conséquences de nos actes. Et les conséquences des actes des pays occidentaux, c'est la prédation sur les matières premières de pays d'Afrique francophone. C'est une monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui appauvrit aussi toujours. Alors on ne va pas faire le débat. Non, c'est pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Attendez, non, je voudrais juste dire... Ça se discute. Les responsabilités... Non, c'est pas ça. Ça se discute. C'est que je veux dire que c'est pas le lieu. Partagé entre les deux continents. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez donc, à un moment donné, une Europe, un Occident, qui a dessiner les contours de ce monde, les règles du jeu. On n'est pas dans une mondialisation, on est dans une occidentalisation du monde. On a les règles internationales ne sont pas des règles internationales, mais bien des règles occidentales, édictées par les Occidentaux, et ils sont les maîtres du jeu. C'est ça la réalité.
Et donc, vous avez des peuples, des nations qui s'en sortent mieux que d'autres dans ce grand jeu-là, dans ce grand Monopoly, et d'autres pays qui, de par l'histoire, sont encore sous domination. Et c'est le cas de nos pays d'Afrique. Et donc, vous avez des jeunes qui partent, et vous avez des dirigeants dans ces pays-là, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Non, attendez, parce que c'est vrai que dans ma vidéo, j'ai tapé sur eux, juste sur ces dirigeants, parce que je trouve que depuis trop longtemps, ils ne font rien pour cette jeunesse. Mais ce sont des gens qui sont, on parlait de proconsuls, et c'est vrai que vous avez des gens qui sont à la tête des États, et ils savent que leur marge de manœuvre est très faible en réalité. Mais plutôt que d'utiliser, de dire à leur population, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà ce que moi, je ne peux pas faire. Et j'ai donc besoin de vous pour que le monde change, pour que notre société change. Et donc les populations deviendraient quelque part des boucliers pour les dirigeants. Mais comme ils sont dans leur tour d'ivoire, entre égoïsme, entre ce que vous voudrez, et ils ne partagent pas, ils ne disent pas, ils n'ont pas de regard réel, de politique véritable, pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de rêver l'espoir d'une vie meilleure. Et lorsque vous avez 17 ans et que vous n'avez pas l'espoir de vivre mieux, qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Si j'avais 17 ans, moi, au Niger, au Cameroun, ou au Sénégal, ou en Guinée, je partirais. Souvenez-vous cette chanson de Goldman qui n'a choqué personne, ça a été un grand tube en France, là-bas. C'est ce que dit le jeune, il dit qu'il part. Sa copine lui dit ne pars pas, et il dit je partirai. Mais si Allah me permet, je vous dirais qu'il y a un autre qui était pas dans une tour d'ivoire, mais dans un palais d'ivoire, qui a essayé de parler comme ça au peuple, et vous savez ce que Nicolas Sarkozy en a fait. Il a la haie aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est libre. Oui, alors, vous parlez de 2010 et la Côte d'Ivoire, mais en 2011, puisque vous avez dit j'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy, j'étais délégué interministériel. Et délégué interministériel, c'est un poste administratif. Donc je n'étais pas au gouvernement. D'ailleurs il a perdu les élections, moi je suis resté délégué interministériel et je n'ai été dénommé que le 4 octobre 2012 parce que j'avais démissionné auparavant, parce que je n'avais pas vocation à rester. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2011, lorsqu'il y a eu... Non, c'est pour parler de Kadhafi. Je dois préciser que si on a évoqué Nicolas Sarkozy, c'est en raison de sa responsabilité. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est ce que j'allais dire. Nicolas Sarkozy qui court toujours. C'est ce que j'allais dire. En 2011, et j'ai donc dénoncé ce qui venait de se jouer, c'est-à-dire cette expédition punitive contre la Libye de Kadhafi. Alors certains maintenant parlent de guerre. Sauf qu'il y a des règles en France. Lorsque vous menez une guerre, vous êtes obligé d'avoir l'approbation du Parlement. Et cette guerre-là n'a pas fait l'objet de l'approbation du Parlement. Et aujourd'hui, sur des mensonges. Exactement. Jacques Moifo, rapidement. Personne n'a inquiété Nicolas Sarkozy sur ses faits en France. Un rapport du Parlement... Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais il ne se passe rien, vous savez tous comme moi. Un rapport du Parlement britannique pointe clairement, sorti ces jours-ci, pointe clairement la responsabilité et la duperie de Nicolas Sarkozy. Mais nous sommes dans un pays dit des droits de l'homme quand même, mais de l'Angleterre, de l'OTAN, parce que... Mais Nicolas Sarkozy en premier. Barack Obama aussi. Qu'est-ce qu'on attend en France pour demander à ce monsieur s'expliquer? Qu'est-ce que la justice française attend? Alors moi, je suis assez amusé parce que je me souviens d'avoir entendu un ami qui s'appelle Nimrod, un écrivain tchadien, poète tchadien, qui disait « Nous sommes la chose des Blancs ». Et ça m'avait amusé, en même temps attristé. Mais en même temps, à chaque fois qu'il y a eu des invasions en Afrique, ça a été sur une base juridique. La première injonction juridique d'envahissement de l'Afrique vient d'une bulle papale du 8 janvier 1455. C'est la Romano Pontifex, qui est encore aux archives nationales de Torre de Tombeau à Lisbonne, au Portugal. Et dans cette bulle-là, on ordonne donc aux chrétiens d'aller chercher les Noirs en Afrique pour les réduire en esclavage, mais avant tout, de les christianiser. De les christianiser, oui. Donc là, on va rester dans notre sujet. On ne dévie pas. C'est-à-dire que c'est toujours parce que des Européens décident d'abattre des gouvernements, de modifier la géopolitique, qu'il y a des conséquences. Et les frontières. Et d'assassiner. 1455, 2017, on y est encore. Donc il y a un problème. Et donc pour revenir au sujet, vous avez quand même, donc on parlait de 7e siècle, la traite négrière arabo-musulmane, un peu plus tard la déportation des Africains vers les Amériques, et donc vous avez là en 2017
Eh bien, l'union L'histoire des du deux, béguet, voilà. des deux grands esclavagistes Ouais. des peuples d'Afrique subsaharienne qui trouvent un deal plutôt trouvent un sympathique deal. Mais- pour enrayer non, mais le truc. ce- Je le dis avec, Faire douce. je le dis avec un sourire un peu crispé. Ce qui est magnifique, en fait, c'est que le Maghrébin va se plaindre du racisme en France. En France. Et il m'appelait cousin. en Non, plus. c'est pas la question. Mais il sait pertinemment que dans son espace, la négrophobie est à son sommet. Ils sont sauvés. Est-ce qu'il est légitime pour le faire? On va en parler dans la seconde partie de ce magazine, puisque nous arrivons au terme de cette première partie. On évoquera les solutions. Oui, Puisque maintenant, parce on qu'il a y en planté a. le décor. Comment on en sort? Parce qu'une chose est de s'indigner, une autre est d'arranger et d'en sortir. Restez à l'écoute, et on se retrouve très rapidement. Une action, un événement, votre visibilité sur Info News Marshall.